Tu sais, le consensus, ça sous-entend que c'est à propos des gens, de toutes les personnes qui sont concernées par le projet. Mais en fait, le leadership, ça concerne un but et ce but-là nécessite de réunir des personnes. Ces personnes-là ont des talents, des compétences X dont on a besoin. Et donc, ces personnes-là, après, acceptent de générer donc des mécanismes, entre autres de communication, pour s'entendre ensemble, autant en termes de fonctionnement, de manière de faire, de manière d'être, pour atteindre ce but-là. Fait que c'est là que ça se passe. Je pense que c'est là la distinction à voir. Fait que c'est un groupe de personnes au service de quelque chose de plus grand que tous. Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 63. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous avez passé une belle semaine depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Moi, ça va, je ressors tranquillement de mon lancement de positionnement authentique. Ça a été assez riche en apprentissage, riche en expérience. J'ai l'impression que je suis encore en train de digérer un peu tout ce que j'ai appris à travers ça. Mais bon, ça, ce sera pour un prochain épisode. Aujourd'hui, le sujet duquel je veux vous parler, c'est un sujet qui me tient très à cœur parce que c'est un terme que je trouve qui est peut-être pas assez intégré chez les femmes. Puis là, je dis ça très laxistement, et c'est le concept de leadership. Et moi, je parle beaucoup d'ambition, je parle beaucoup de responsabilisation, je parle beaucoup aussi d'impact de l'entrepreneur. Puis j'ai l'impression que parfois, le leadership va être perçu comme quelque chose qui est beaucoup dans la discipline ou dans mener des grands groupes ou dans quelque chose qui va être peut-être un peu plus dans l'énergie masculine, je vais le dire comme ça. Au lieu de peut-être être intégré à une façon dont on voit le monde, puis on voit la façon dont on approche certains projets ou certains projets de vie, parce que je pense effectivement qu'il y a autant du leadership qui est destiné à mener des groupes, avoir une certaine influence, qu'un leadership qui est personnel, qui nous amène aussi à garder les yeux sur les objectifs qu'on veut atteindre. J'ai eu une super belle conversation sur le sujet avec Cathy Dumont, qui est mon invitée d'aujourd'hui. Je vais vous la présenter brièvement, puis après ça, quelques autres petits mots là au sujet du leadership avant qu'on embarque dans la conversation. Mais Cathy, je l'ai rencontrée parce que elle faisait partie d'un... En fait, Alexandra Martel avait organisé un petit party de Noël, puis elle nous avait demandé de donner le cadeau des créateurs en utilisant un hashtag, bref. Et j'avais découvert un de ses articles qu'elle avait offert comme ça en regardant le hashtag, et c'était un article sur le leadership féminin et sur c'était quoi l'ennemi numéro 1 dans le fond de l'ambition au féminin. Puis là, naturellement, ça m'a titillé l'esprit. J'ai voulu aller lire et j'ai trouvé sa position très intéressante. Je vais vous mettre les liens vers ces articles-là parce que c'est un article en 2 parties dans les notes de l'épisode. Mais ça m'a amené à avoir des conversations avec Cathy, à voir un petit peu c'était quoi sa vision, dans le fond, de tout ça, puis d'avoir une conversation nuancée aussi sur, tu sais, pourquoi peut-être en tant que femme, le terme de leadership peut nous mettre inconfortable, comment est-ce que ça s'intègre dans notre identité aussi, etc., etc. Donc,
Cathy, elle est fondatrice de la Fabrique des Braves. Elle est aussi formatrice et coach précog. Elle est spécialiste du développement des personnes et des organisations. Puis pour elle, le développement du leadership, c'est la clé de l'engagement des employés. Elle considère donc que c'est essentiel de former les gestionnaires en misant sur leurs compétences en communication et leur savoir sur leur fonctionnement humain. Naturellement, ça s'applique aussi aux entrepreneurs parce que bon, tu sais, c'est sûr que gestionnaire en organisation, éventuellement, même en tant que business, on a besoin d'exercer beaucoup de leadership auprès de nos fournisseurs, mais auprès aussi de notre équipe. Donc, Cathy, elle est passionnée par l'apprentissage. Elle se réalise depuis près de 10 ans en offrant des formations, du coaching, des conférences et des ateliers aux entreprises, principalement issues du secteur manufacturier, qui souhaitent innover autant dans leur modèle de gestion que d'un point de vue technologique. Ces dernières années, elle a effectué de nombreux mandats de 10 à 24 mois auprès d'une centaine de dirigeants. Donc, certifiée coach prérog, une méthode de coaching éprouvée créée par Guillaume Dulide, PhD, Cathy affine constamment sa méthode. Donc, ce que je trouve intéressant aussi avec la conversation, c'est qu'on est rentré un peu dans les grandes questions aussi de l'ambition et du leadership. Et j'ai vraiment hâte de réécouter cet épisode-là aussi à la lumière d'un livre que je suis en train de lire qui s'appelle « Turn the Ship Around ». Je sais pas c'est quoi la traduction en français, mais c'était un livre qui avait été suggéré par Simon Sinek, l'auteur de Start with Why, comme un des grands classiques, dans le fond, sur le leadership. Parce que veut pas, Simon Sinek, avec Start with Why, parle aussi beaucoup de leadership de façon sous-jacente dans son livre sur le pourquoi. Bref, là, je m'embarque dans plein d'autres sujets, mais je voulais juste vous flaguer aussi ces deux ressources-là, les deux livres, celui de Simon Sinek, mais aussi Turn the Ship Around, que je vais vous mettre dans les liens de l'épisode. Bref, conversation sur le leadership. Si jamais ça vous tente d'embarquer dans la conversation, venez me faire un petit shout-out, que ce soit sur LinkedIn ou Instagram. J'adore avoir des conversations comme ça sur des thèmes qui sont assez larges, je dirais, mais aussi très près de nous. Et voilà. Si vous avez aussi aimé la conversation, n'hésitez pas à aller mettre un 5 étoiles au podcast. Sur ce, je vous en dis pas plus. Je vous laisse avec Cathy et notre conversation sur le leadership. Salut Cathy, bienvenue sur l'ambition féminin. Je suis toujours tellement contente d'avoir des nouvelles invitées, d'avoir cette conversation-là avec d'autres femmes, de femmes ambitieuses. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Bonjour Tatiana, bonjour tout le monde. Oui, ça va bien. Écoute, c'est un grand début pour moi. C'est une nouvelle aventure. En fait, c'est la première fois que je suis invitée sur un podcast. Cool! Je suis contente que ce soit sur l'ambition féminin. Tu sais, Moi je veux aussi. dire, ça fait tellement bien avec la raison comme pourquoi je t'ai découvert justement à travers un article sur le leadership féminin. Exact. Fait que tu sais, toutes les étoiles sont alignées pour qu'on puisse faire de ce début de podcasteuse pour toi un début dans la joie et dans la réussite, dans le succès. Wow! C'est un beau but, c'est un très beau but, un bel objectif. Puis moi, de mon côté, je vais simplement tenter de répondre à tes questions le plus clairement possible pour éclairer tout ça, cette histoire de leadership au féminin, selon mon point de vue, bien sûr. Et puis avoir une belle conversation, là, c'est mon objectif. Je suis sûre qu'on va réussir. Alors, avant de commencer puis de rentrer dans le vif du sujet, j'aime ça poser toujours une petite question brise-glace à mes invités. Puis, je voulais te demander, qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petite? Oh my God! Hey, tellement d'affaires. Ça a passé par l'archéologie. Cool! Entre autres, ouais. Ça a passé par... Il y a un truc qui était très particulier qui s'est passé autour de mes 9 ans. Et j'ai eu comme... J'étais en après-midi de vagabondage, dans le sens où... tu sais, les moments où on laisse un peu son esprit vagabonder comme bon lui semble. Et là, j'avais eu comme un flash de construire une école
en campagne où, en fait, l'avant-midi serait dédié à la formation là, classique, là, c'est-à-dire le français, les maths, blablabla, blablabla, blablabla. Et l'après-midi serait que des ateliers pratiques. Donc, une espèce d'école alternative, finalement. Ça, je me rappelle de ça très clairement, là. C'est comme une image que j'ai. Je devais avoir 9-10 ans. Ouais. Puis est-ce que ça a informé tes études ou ce que tu as fait par la suite? C'est sûr que là, maintenant, t'es comme... Je sais pas si tu fais de la formation, mais t'es aussi beaucoup dans l'atelier, dans le pratique. Donc, est-ce que tu vois que t'as comme un peu réalisé ce rêve-là? Ouais, ben en fait, le lien, là, c'est clairement le développement des personnes, parce que au-delà des matières, excuse-moi, académiques, ce que je trouvais et je trouve toujours extrêmement important, c'est l'éducation, ça sert à bâtir quelqu'un, à construire une personne, lui donner le plus d'outils possible pour que ensuite, dans sa vie d'adulte, elle puisse utiliser au maximum, en fait, cette espèce de coffre d'outils-là, à la fois pour se réaliser elle-même puis utiliser ses talents. Et moi, mon hypothèse, c'est que automatiquement, à partir du moment où on s'utilise et on utilise nos talents, on rend service au monde. Définitivement. Puis l'éducation, à quelque part, comme tu dis, c'est pour débloquer ce potentiel individuel qu'on a, puis c'est pour ça que je pense qu'à travers tous les développements aussi d'écoles dans différents milieux, puis aller chercher des nouvelles façons d'apprendre ou d'enseigner, ça a tellement une grosse valeur au niveau social de pouvoir offrir ça à une population. C'est incroyable. Moi, je pense que c'est le levier le plus important, mais le levier sur lequel on a des résultats à moyen long terme. Et donc, c'est un levier qu'on qu'on a de la misère à mettre en priorité parce que c'est très long avant d'obtenir des résultats, mais tellement important. Beau message pour pour commencer l'épisode. Alors, aujourd'hui, tu sais, je pense que c'est un petit peu relié quand même à la conversation de développer le potentiel humain, de développer notre potentiel aussi en tant que femme. Parce que j'ai pas reçu... on a parlé de leadership à travers le podcast, mais sous différentes formes. Mais aujourd'hui, je veux vraiment qu'on parle de comment on conçoit ou on comprend le leadership au féminin. Puis là, je sais pas si j'aurais dû dire féminin au féminin. Il y a quelque chose d'un peu peut-être inconfortable autour de la terminologie, puis on va en parler. Mais avant de rentrer là-dedans, je voulais que tu nous donnes, pour qu'on parte toutes sur la même longueur d'onde, là, c'est quoi ta définition du leadership? Ben, en un mot, là, c'est un choix. OK. Donc, ma définition de base du leadership, c'est un choix. Moi, je pense que c'est une personne qui choisit, à un moment donné, à quelque part, de se mettre dans un contexte, dans une situation qui va nécessiter qu'elle se mette en avant, qu'elle s'utilise, qu'elle collabore avec les autres. Donc, qu'elle crée aussi. Il y a vraiment quelque chose lié à la création dans le leadership. Et donc, à partir du moment où on fait ce choix-là, ben on part avec ce qu'on est, évidemment. Puis après ça, ben j'imagine qu'on va chercher du plus sous forme de formation ou de coaching, d'apprentissage multiple, d'apprentissage terrain, d'expérimentation. Mais pour moi, le leadership, là, ça commence par un choix. Ensuite, le résultat, ce que c'est, je vais un petit peu me répéter avec ce que j'ai dit tantôt. Donc, c'est une personne qui utilise ses talents puis elle sait précisément pourquoi elle utilise ses talents, c'est-à-dire elle les package dans un projet. Alors, ça peut être une entreprise, ça peut être à travers un service dans une organisation, ça peut être à travers un OSBL, ça peut être à travers, je dirais même à la limite, là, sa job de mère. Absolument. Absolument. Est-ce que, puis j'ai pas entendu
nécessairement te parler de talent, mais est-ce que pour toi, c'est une aptitude? Est-ce que c'est quelque chose avec laquelle on a plus de facilité selon notre personnalité ou quoi que ce soit? Ouais. Ça, c'est toujours la question qui est posée très souvent. Est-ce que le leadership, c'est inné? Est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est plus naturel que d'autres? La réponse, c'est ben oui. Ben oui, il y a des personnes que ça l'intéresse davantage, mais je reviens à ce que j'ai dit initialement quand je parlais de choix. Là, on parle d'intérêt. Est-ce que ça t'intéresse? Puis là, ben évidemment que tu vas être poussé vers plus d'ambition, parlons-en, parce que l'ambition fait partie du leadership. Et donc nécessairement poussé vers des projets, vers la réalisation de ces projets-là, et donc de toi-même aussi à travers la réalisation des projets. Fait que oui, il y a des personnes, là, entre autres, des leaders que je dois former. Puis, je fais toujours un intake de 90 minutes avant de commencer la démarche de coaching comme telle. Puis, il y a vraiment des personnes chez qui tu fais comme, hey, là, on a un beau terrain. C'est comme quand tu laboures une terre pour faire un jardin. Puis là, tu fais comme, oh, ça, si tu analyses, disons, tous les minéraux qu'il y a dans la terre, puis le positionnement par rapport au soleil, puis là, tu fais comme, wow, tu sais, là, on a vraiment un terrain fertile pour avoir un jardin qui a du potentiel à nous donner des bons légumes. Fait que c'est vrai aussi. Mais comme, si t'es décidé, puis c'est ça que tu veux, ben, je veux dire, le chemin il y aura peut-être plus d'étapes pour te rendre là à l'exercice d'un leadership comme dans tes bottines, avec un système anxieux pas trop enclenché, puis ta capacité de créer du mouvement, parce que c'est ça aussi, le leadership. Mais bon, si c'est ça ton choix, ben ça va être ça ta vie, tu sais. Ah, j'aime ça ce que tu dis parce que j'allais justement essayer de peut-être résumer ce que tu viens de dire en disant que c'est le choix peut-être de mettre en action ou de créer du mouvement, comme tu dis, parce qu'il y a cette volonté, genre, de mener vers l'avant. Hein. Puis est-ce que tu vois une différence peut-être entre mener et leader, ou pour toi c'est la même chose? Écoute, là, on est dans le détail de mots. Ouais, mais ça, c'est ma déformation professionnelle. Les mots sont tellement importants pour moi que... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Là, c'est ta maîtrise en littérature qui ressort. Ouais, on est vraiment dans le détail de mots. Puis tu sais, je vais répondre donc à ta question. Pour moi, non. C'est la même chose. OK, parfait. Restons-en là, juste, on a le même vocabulaire, alors. Ouais. Je trouve ça intéressant aussi ce que tu dis, terre à labourer. Il y a des gens qui ont peut-être le terreau plus fertile en termes de leadership. Penses-tu aussi que... je sais pas si j'imagine que tu connais, là, mais j'ai déjà fait le test Insights, tu sais, avec les couleurs, là, puis je sais pas si ça te dit quelque chose. Est-ce que c'est le fameux, là, rouge, bleu, jaune, vert? Rouge, bleu, jaune, vert. Exact. En termes de qu'est-ce qu'on préfère comme mode de communication aussi, puis de prise d'action. Puis ce que j'avais trouvé intéressant dans ce test-là, c'est que il y avait une personnalité comme un code de couleur. Ben, tu sais, je vais faire un mini résumé. En gros, là, il y a 4 couleurs pour les auditeurs, là. Il y a 4 couleurs, puis chaque couleur va dire, mettons, OK, ben moi, je préfère les communications qui sont beaucoup plus axées sur le détail, sur le pourquoi, versus quelqu'un qui voudrait être beaucoup plus dans la relation ou s'assurer que tout le monde est bien ou des choses comme ça. Bref. Puis, il y a des résultats qui vont être certains dans un contexte professionnel, tu sais, comme par exemple, moi, je suis rouge et bleu. Puis dans mon contexte personnel, je vais être beaucoup moins rouge, donc beaucoup moins dans la communication genre directe, décisive et to the point. Mm-hmm. Puis je me demandais aussi comme question connexe, là, puis là je sais qu'on on creuse un peu sur la notion de leadership, mais est-ce que tu penses aussi que le leadership est contextuel dans le sens que, tu sais, certaines personnes vont se sentir beaucoup plus à l'aise d'être leader, mettons, au travail, ou être leader comme mère de famille ou autre, mais pas
dans toutes les sphères de leur vie. Oui, clairement. Puis ça fait partie du choix où tu vas décider donc d'exprimer ton leadership. Et oui, le contexte compte, comme par exemple si on fait un lien, on parle beaucoup dans la littérature des leaders qui sont très bons en contexte de changement, des leaders qui sont très bons en contexte de démarrage d'entreprise, des leaders qui vont être très bons en contexte de croissance. Je connais un ami consultant que lui, c'est l'essentiel de sa job. Donc, il prend un entrepreneur, une organisation qui est arrivé à un certain niveau. Et là, souvent, l'entrepreneur rencontre un mur, c'est-à-dire le mur où il faut davantage organiser l'entreprise pour permettre une croissance. Et souvent, les entrepreneurs instinctifs, là, qu'on appelle les vrais de vrais, là, tu sais, ceux qui partent de rien puis qui construisent leur organisation, quand vient le temps de la structurer, souvent, ils ont besoin d'aide. Fait que oui, effectivement, il y a des contextes dans lesquels on va être meilleur. Puis aussi, en fait, c'est des contextes qui vont nous plaire, tout simplement. Fait que si on a besoin de faire une espèce de réflexion sur c'est quoi les conditions dans lesquelles je serais un meilleur leader, la question c'est quoi les conditions dans lesquelles tu as le plus de fun? Intéressant. J'aime ajouter la notion de plaisir aussi dans tout ce qui est travail, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on doit de plus en plus discuter. Puis ça m'amène justement à la question de l'inconfort autour du terme de leadership, parce que, puis je suis sûre que tu l'as vu vraiment souvent, moi j'ai rencontré des clientes que j'étais comme, ben, tu sais, t'as un leadership né, mais ça semblait inconfortable pour cette personne d'utiliser le terme ou de se percevoir comme ça. Pourquoi tu penses que peut-être il y a une mauvaise connotation? Je crois pas que ce soit une mauvaise connotation. Ça, je pense que c'est c'est la première lecture que la personne nous donne de son fameux malaise. Mais je crois que le réel malaise, c'est endosser du leadership signifie s'exposer. Et à partir du moment où une personne s'expose, comme automatiquement, elle s'expose à des fleurs, à des réussites, mais elle s'expose à des échecs puis à des pots. Elle s'expose à ne pas plaire à tous. Elle s'expose aussi à dire son point de vue, donc de façon authentique, à prendre position par moment et à prendre des décisions. Et on le sait, une décision ne plaît jamais à tout le monde. C'est impossible. Donc là, c'est là qu'on peut faire le lien avec l'agréabilité, l'article qui t'a amené vers moi. Donc ça, c'est comme une espèce il faut faire le deuil de cette idée que on aimerait donc bien, tu sais, faire plaisir à tout le monde, ne jamais heurter personne, garder comme des relations presque amicales, en fait, avec tout le monde. Et on le sait que alors, ça vient assez rapidement dans l'exercice du leadership. C'est pas possible à 100%. Tu sais? Fait que c'est ça. Je pense que l'espèce d'inconfort, c'est si j'endosse mon leadership, puis j'ose comme le dire, puis me présenter comme tel, ben automatiquement, je m'expose. Et là, c'est comme, ouf, il y a un risque. Puis, c'est intéressant parce que effectivement, tu sais, je pense que c'est beaucoup, autant, comme tu dis, le risque de la visibilité, mais le risque de briser la cohésion, du moins, ou du moins que tout le monde soit d'accord, mais est-ce que c'est lié peut-être à, je sais pas moi, est-ce que le leadership peut être consensuel? T'sais, est-ce qu'on peut... c'est quoi le lien avec un bon leader puis aller chercher le consensus?
Eh mon Dieu Seigneur, là on est encore dans des mots. Je vais essayer de répondre à ta question le plus précisément possible. Le consensus, c'est un groupe de personnes qui s'entend sur un but commun. Et s'entendre sur un but commun signifie que il y aura des choses à faire, des étapes à traverser, il y aura des difficultés, il y aura des décisions à prendre, il y aura des défis, donc. Et là, le consensus doit être, je pense, sur le but commun. Après, une fois qu'on a établi le but commun, c'est là que l'aventure commence. Et là, dans cette aventure-là, il va se passer toutes sortes d'affaires. Entre autres, il y aura des moments où on sera pas d'accord, puis il faudra générer des ententes. Mais des ententes de fonctionnement, et les ententes de fonctionnement sont toujours orientées vers le but commun, et non pas vers est-ce que ça me plaît à 100%? C'est pas à propos des gens, c'est ça qui se passe. Tu sais, le consensus, ça sous-entend que c'est à propos des gens, de toutes les personnes qui sont concernées par le projet. Mais en fait, le leadership, ça concerne un but, et ce but-là nécessite de réunir des personnes. Ces personnes-là ont des talents, des compétences X dont on a besoin. Et donc, ces personnes-là, après, acceptent de générer donc des mécanismes, entre autres de communication, pour s'entendre ensemble, autant en termes de fonctionnement, de manière de faire, de manière d'être, pour atteindre ce but-là. Fait que c'est là que ça se passe, je pense. Je pense que c'est là la distinction à voir. Fait que c'est un groupe de personnes au service de quelque chose de plus grand que tous. Puis c'est là que l'agréabilité peut-être est plus liée à l'idée de vouloir avoir consensus. Exact. Donc, en fait, l'agréabilité, c'est trop d'agréabilité, dis-je, parce que ne pas avoir d'agréabilité, c'est pas mieux, là. Ça risque d'être un peu ça risque d'être un peu difficile, mais le trop d'agréabilité, c'est on va faire trop de concessions. Il y a des moments là où il faut rendre les gens responsables de leur bout du contrat, de leur bout du projet, tu sais, de ce pourquoi ils sont là. Et donc, on va être trop conciliant sur ces choses-là. On va trop porter attention, donc, aux personnes au détriment du projet. Et là, je veux pas dire qu'on n'est pas attentif aux personnes. Je veux juste dire que le contrat initial, c'était notre but commun, puis des fois, il faut revoir ce contrat-là. Fait qu'est-ce qu'on est encore là pour ça? Puis, je répète, on crée des ententes de fonctionnement après. Donc, c'est ça. Puis, en fait, le meilleur antidote à trop d'agréabilité, c'est développer la compétence du partnership. Donc, le partnership, là, c'est vraiment comme être capable, c'est un mot que j'ai répété plusieurs fois, je m'excuse, cher auditeur, là, je le remets, mais de créer des ententes qui fonctionnent. Et pour créer des ententes qui fonctionnent, il faut être capable d'avoir des conversations franches. Et c'est là que ça se passe, tu sais, dans notre capacité à dire des vérités, notre capacité à écouter, notre capacité à poser les bonnes questions. Ouais, puis ultimement, si, comme on dit, on a tous le consensus sur le but, le bien-être collectif, entre guillemets, que ce soit au niveau de l'entreprise ou par ailleurs, va passer par peut-être des insatisfactions individuelles momentanées, mais qu'une fois qu'on se rappelle qu'on travaille tous dans le fond pour la même chose, on est capable de soulever aussi ces objections-là. Ouais. Puis tu sais, dans la prise en charge individuelle, ben tu sais, il y a tout le bout où, tu sais, quand je parlais, là, on va revenir au début de l'émission, quand je parlais, tu sais, de mon rêve de quand j'avais 9 ans,
de donner des outils aux gens dans le coffre à outils pour qu'ils se développent, puis ensuite qu'ils puissent donc devenir des adultes qui utilisent leur talent et donc qui rendent service. Tu sais, dans la prise en charge personnelle après, tu sais, les entreprises souvent doivent considérer cet aspect-là beaucoup. Entre autres, là, je vais te donner une statistique que vous connaissez probablement tous, mais le niveau anxieux de la population générale est assez élevé, là, tu sais. Et donc, l'anxiété, c'est quand même une variable personnelle. Moi, ce que je dis beaucoup aux entreprises, c'est donner les outils à vos employés d'être autonomes avec cette variable-là. Et automatiquement, vous allez avoir un input très positif dans l'organisation. Et pour qu'on puisse parler et garder le focus sur le but commun, c'est important qu'il y ait et une prise en charge individuelle de toutes les personnes qui sont là pour pas tout mélanger. Est-ce que tu comprends un petit peu ce que je veux dire? C'est-tu clair? Absolument, absolument. Puis oui. Je pense que ça fait aussi le lien avec un terme qu'on voit beaucoup et que je pense est mal compris. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, qui est la bienveillance. Et la bienveillance autant des entreprises, mais tu sais, puis moi, j'ai toujours défini la bienveillance comme ce respect aussi de l'autonomie de l'autre puis de son indépendance, tu sais. Alors que je pense que à quelque part, souvent la bienveillance est comprise comme une espèce de maternage. Puis ça me rappelle qu'une fois, j'avais écrit un article qui s'appelait 5 comportements que tu veux éviter en contexte de travail. Bref, je mettrai le lien dans les show notes. Mais puis j'avais reçu quand j'avais envoyé par courriel, j'ai envoyé le courriel, puis l'objet du courriel, c'était « Est-ce que t'es trop gentille? » Tu sais, puis j'avais reçu une longue réponse d'une personne qui m'avait dit qu'elle allait se désabonner de ma liste parce que, puis là, elle m'a fait toute une espèce de speech comme quoi que j'encourageais les gens à pas être gentils. Puis là, ça m'a montré qu'elle avait pas lu mon article. Entre autres. Entre autres, je l'ai pas dit, je me suis dit désabonne-toi si tu veux. Ou elle l'a lu puis elle a rien compris, hein. Ou elle l'a lu puis elle a pas compris. C'est une hypothèse, là. Mais qu'il y a cette idée que la bienveillance avant tout, c'est de toujours protéger aussi les sentiments nanana des autres, mais aussi de avoir cette étiquette de gentillesse ou, tu sais, je sais pas, quelque chose comme ça. Bref, bienveillance. Your take. Oui, en fait, là, tu as dit beaucoup de choses, donc je vais rebondir sur la dernière portion de ton intervention. Quand j'ai écrit l'article donc que tu as lu, l'ennemi numéro 1 du leadership féminin et l'agréabilité, c'est difficile pour les femmes de quitter leur rôle social d'harmonisatrice, hein? Comme de façon naturelle, dans le rôle d'une femme, c'est beaucoup ce qu'elle fait au sein de sa propre famille, souvent au sein de la famille élargie, et après ça, ben, elle exporte ça, évidemment, dans son travail. Et ça, comme remettre en question cette portion-là d'elle-même, c'est comme remettre en question une part de son identité. Fait que la personne qui t'a écrit, c'est probablement ça le rush qu'elle avait, tu sais. C'est comme là, tu me demandes de remettre en question une portion de mon identité qui me plaît. C'est-à-dire mon rôle de femme qui est de maintenir la cohésion du groupe et donc de la famille, entre autres. C'est le premier groupe sur lequel souvent on agit. Fait que ça, c'est probablement ça qui a kické. Puis c'est un petit peu difficile aussi. Il y a un petit deuil à faire ou une nouvelle manière de se découvrir en tant que femme. Parce que, et puis là, tu sais, l'histoire nous rattrape, là, Tatiana, parce que c'est depuis la nuit des temps, là, que les femmes ont ce rôle-là de façon générale.
Fait qu'évidemment, il y aura des exceptions, là, c'est clair. Mais de façon générale, c'est un rôle qui est endossé depuis très, très longtemps. Fait que remettre en question ce rôle-là, c'est vraiment remettre en question son identité, puis c'est très rushant, ça. Remettre en question son identité. Fait que moi, je trouve que le gros travail qu'il y a à faire actuellement, puis qui se fait dans la société, c'est de se redécouvrir en tant que femme à travers d'autres manières d'être, qui est aussi l'expression d'une certaine féminité, mais différente. Et donc, avoir plus de... s'exposer plus dans son leadership, parce que, tu sais, les femmes ont beaucoup de leadership et exercent beaucoup de contrôle dans la sphère privée. Fait que, tu sais, on peut pas dire là que les femmes en ont pas de leadership. Maintenant, ils l'exercent, comme je dirais, en dessous du radar. Puis là, mais l'avènement qui se passe actuellement dans notre société, c'est les femmes exercent leur leadership au-dessus du radar. Et là, ben, tout le monde doit comment je pourrais dire, se repositionner. Les femmes elles-mêmes, envers les autres femmes, puis les hommes aussi. Ça fait comme, bon, OK, ça débarque, ça, cette histoire-là. Ça débarque dans notre boys club, ça, cette histoire-là, tu sais. Je pense que pour beaucoup d'hommes, ça vient aussi répondre à d'autres besoins, parce que je pense à des femmes leaders qui, tu sais, comme là, beaucoup sous le feu des projecteurs, il y a les leaders féminines qui ont dealé avec la pandémie, tu sais, comme en Nouvelle-Zélande, ou en Thaïlande, ou des choses comme ça, puis qui sont comme applaudies par comment elles ont traité ce genre de difficultés-là. Puis je pense que même aussi en entreprise, où il y a des femmes qui sont capables d'exercer un leadership différent, ça vient aussi soulager tout le monde, dans le fond, parce que, tu sais, l'histoire de devoir être juste comme focusé 100% aussi sur les résultats, sans avoir ce côté plus, peut-être, personnel et bienveillant, je vais l'utiliser dans le sens que moi, je considère être le bon terme. Ça, tu sais, comme tu dis, tu sais, ça change aussi la donne au niveau de comment on vit notre réalité au travail, puis comment on veut atteindre certains buts communs. Donc, pas au détriment de tous. Pas au détriment de tous, pas genre je vais foncer puis on verra ce qui se passe. Exact. Pas non plus peut-être juste un leadership centré sur l'ego, parce que je pense qu'il y a ça aussi, la peur, puis là, encore une fois, je pense que c'est des mauvais termes, mais tu sais, les leaders, on appelle souvent le leader d'État, puis souvent c'est des hommes, puis souvent, ben ça va être des narcissiques égocentriques. Clin d'œil Donald Trump. Puis on fait comme l'équation que leader égale narcissique égocentrique égale homme égale force, etc. Genre, tu sais. Puis ça me mène peut-être à la dernière question d'aujourd'hui, qui est entre le leadership puis l'ambition. Tu sais, il est où vraiment l'ego dans tout ça? Est-ce qu'on peut... Parce que pour moi, un bon leader va être capable justement de rallier tout le monde à une cause en se mettant un peu... Tu sais, c'est comme le véhicule, tu sais, mais c'est pas tant à propos de lui. Ou elle. Elle. Tandis que l'ambition, invariablement, à quelque part, c'est ancré dans notre moi, dans ce que nous, on veut accomplir pour nous-mêmes. Fait que, tu sais, je sais que c'est une question complexe, mais je me suis dit qu'on finirait avec ça aujourd'hui parce que j'aime ça, envoyer des petites pensées philosophiques comme ça, puis voir qu'est-ce que t'en pensais, toi, de ça, l'individu, le collectif, l'ego, le leader. Encore une fois, ta question est immense. Tatiana, t'as l'art vraiment d'ouvrir très, très grandes les portes. Donc, je vais parler d'ambition. Pour moi, l'ambition, c'est pas tant... ma définition, OK, puis on la retrouvera pas dans le dictionnaire, là, je t'avertis tout de suite. Mais ma définition de l'ambition, c'est une drive personnelle. C'est une énergie. C'est un goût c'est une forme d'appétit.
Et le bon Dieu sait que pour leader des projets et endosser son leadership, ça prend de l'appétit d'un point de vue personnel. Ça prend de la persévérance, ça prend de la résilience, ça prend cette capacité de faire 3 pas en arrière, un petit vol d'hélicoptère, de regarder la situation globalement, de revenir dans la situation, de se réengager, de prendre des décisions. Et ça, là, si t'as pas la drive pour soutenir le leadership, là, je veux dire, c'est comme parce que des défis, il va en avoir, là. Tu sais, c'est comme un puis un autre, puis tu sais, quand on crée quelque chose, ça serait vraiment merveilleux si on avait la recette pour faire un chemin magique, là, tu sais, sans embûches et sans complexité et sans problème. Mais ça, on le sait, toi puis moi, puis les auditeurs le savent, ça n'existera pas. Fait que pour moi, l'ambition, je le relierais pas nécessairement à l'ego, mais je le relierais plus à un feu qu'une personne porte. Et ce feu-là, il est absolument pas négatif. Il est nécessaire pour exercer puis endosser du leadership pour un projet plus grand que soi. Donc, ça va totalement ensemble. Et pour moi, je vois pas de dichotomie avec ça. Puis tu sais aussi, quand on réalise un projet, qu'on lead un projet, ben évidemment qu'il faut que ce projet-là nous fasse plaisir, là. Tu sais? Puis évidemment que ce projet-là, faut qu'on y croie. Puis évidemment qu'il faut que ça fasse du sens avec notre système de valeurs, avec notre vision du monde, avec ce qu'on veut apporter, avec là vers où on veut influencer les choses, la direction dans laquelle on veut que ça avance. Tu sais? Donc, si on parle, par exemple, de développement durable ou d'une nouvelle économie, c'est sûr que tu vas mettre de ça dans ton projet, tu sais, de ta vision. Fait que ça ne peut pas, à mon avis, être séparé, tu sais, puis un leader a besoin de se ressourcer, puis il a besoin de vivre des réussites aussi, tu sais, parce qu'il va vivre des défis, ça, tout le monde le sait, mais il y a aussi besoin, comme n'importe qui, hein, de vivre des réussites, puis de sentir que, en fait, que l'équipe est avec lui, que lui est avec l'équipe, elle est avec l'équipe, peu importe, là, un leader masculin, féminin, là, ici, on est même plus dans cette distinction-là, on est juste dans le leadership, puis comme a besoin, tu sais, de ce rebound-là. Fait on est aussi là pour se réaliser, pour vivre des choses, pour réaliser des choses. Fait que la part personnelle est importante. Absolument. Non, je suis tout à fait d'accord, puis je pense que l'entrepreneuriat est une belle avenue pour se découvrir comme leader aussi, puis développer ce côté-là qui allie autant l'impact qu'on veut avoir at large que la satisfaction ou la réalisation personnelle à travers un projet. Donc, en fait, si tu permets, Tatiana, je considère que l'entrepreneuriat est probablement dans notre époque actuelle. Tu sais, je suis pas historienne, j'ai pas étudié en profondeur toutes les époques de l'humanité, mais j'ai lu Harari quand même, et je dirais que dans notre époque actuelle, l'entrepreneuriat est probablement le meilleur contexte pour à la fois se réaliser et à la fois faire avancer le monde. C'est vraiment une situation, une opportunité en fait extraordinaire d'allier ces deux affaires-là et d'obtenir des résultats concrets autant pour soi-même en termes de chiffre d'affaires que pour les projets qu'on mène pour les autres. Oui, puis je pense qu'aussi, tu sais, juste pour pas, tu sais, dire que tout le monde devrait lancer une entreprise, mais qu'il y a la posture d'intrapreneur aussi qui est intéressante en entreprise, où on peut devenir cette espèce de leader créateur au sein même de notre, tu sais, de notre bulle d'influence en emploi. Absolument, absolument. L'intrapreneuriat, ça prend une organisation mature pour le permettre. Ça prend des leaders en place qui sont prêts à partager le leadership.
puis à laisser rayonner leur effectif, là, les gens qui sont autour d'eux. Mais l'intrapreneuriat est aussi une excellente formule. Puis après, je dirais aussi tous les projets perso, parce qu'il n'y a pas juste la job dans la vie, hein. Il n'y a pas juste ça, là. On a une vie à l'extérieur du boulot, on a des passions à l'extérieur du boulot, on a des projets. Puis ça aussi, là, c'est d'excellents endroits pour exercer du leadership, même si t'as pas le titre en dessous de ton nom, là. Tu sais? Ouais, puis ça, c'est une toute autre conversation que j'aimerais avoir sur le podcast, mais le leadership personnel aussi, tu sais, comment ça peut nous aider à bâtir notre confiance de prendre en charge, justement, que ce soit des projets personnels, hobby ou non, ou même juste des transformations qu'on veut avoir dans notre vie ou tu sais, des choses pour lesquelles on croit. Super! Merci infiniment! C'était absolument fascinant. J'espère que tu as aimé ton expérience, ta première expérience de podcast. Oui, ben en fait, j'aime beaucoup avoir des conversations avec les gens. Puis là, ben depuis le début de la pandémie, c'est une chose qui arrive de plus en plus souvent. Tu sais, on connecte avec des nouvelles personnes via les réseaux sociaux, puis on se prend une petite demi-heure, puis des fois, la demi-heure se transforme en heure et demie, puis on partage, tu sais, comme nos expertises, nos expériences, nos visions. C'est vraiment intéressant, puis j'aime beaucoup le podcast pour ça, c'est-à-dire cette espèce d'approche un peu naturelle où c'est pas canné tout près d'avance, puis on évolue ensemble, tu sais, dans l'interview, et puis on fait notre mieux finalement pour essayer d'éclairer le plus possible un sujet pour les gens qui nous écoutent. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est cet aspect-là, c'est très convivial finalement. Fait que merci beaucoup. Pour répondre donc à ta question, j'ai beaucoup aimé ma première expérience. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Et sur ce, où on peut te lire, où on peut te trouver, comment on peut communiquer avec toi si on veut en savoir plus sur ton expertise. C'est sûr que tous les liens vont être ajoutés aux notes de cet épisode si on veut te retrouver, mais tant qu'à nous le dire. Ouais. Évidemment, mon site web, www.lafabriquedesbraves.com. Ensuite, je suis très, très active sur LinkedIn. C'est le réseau que j'utilise le plus important. J'ai une page professionnelle aussi. La Fabrique des Braves, en fait, a sa page. Une page d'entreprise où je publie des micro-coachings. Donc ça, c'est très intéressant si on veut un petit peu en apprendre plus ou avoir accès à mon mindset. Les micro-coachings sont assez révélateurs de mon mindset. Et là, une personne pourrait faire comme « Ah oui, tu sais, ça me tente de travailler avec elle ou pas. » Donc ça, c'est une belle approche. Sinon, j'ai créé aussi un petit test ludique qui est aussi sur mon site web, donc le test des braves que ça s'appelle. Et en fait, chaque question du test parle d'une capacité liée au leadership. Fait que ça, c'est le fun. Évidemment que le résultat est pas pantoute scientifique, là. Vous aurez pas de diplôme en sortant de là après 10 questions. Par contre, vous aurez une idée des principaux sujets sur lesquels on doit s'attaquer quand on développe le leadership. Et je suis aussi en préparation d'un lancement d'une formation pour les gestionnaires leaders en entreprise qui gèrent des équipes, qui lead des équipes et qui aimeraient effectivement obtenir davantage d'autonomie et d'engagement. Donc, une formation en ligne un petit peu plus longue, là. Donc, ça aussi, c'est sur la planche à dessin actuellement. Ouais. T'es pas mal occupé, puis ça va nous tenir occupés d'aller consulter toutes ces sources-là, mais je vais les mettre pour qu'on puisse aller s'informer selon nos champs d'intérêt et aussi te suivre sur LinkedIn surtout. Cathy, ça fut un grand plaisir. Merci beaucoup pour ton intervention. Oui, puis tu m'invites quand tu veux, pas de souci. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profite-en pour t'abonner
à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!